Je vais commencer cette suite avec George Orwell. Cette phrase de 1984, celui qui a le contrôle du passé a le contrôle du futur, celui qui a le contrôle du présent a le contrôle du passé. Cette phrase est importante parce qu'elle explique aussi pourquoi, de tout temps, l'humain a étudié le passé à l'image du présent. Comment peut-il faire autrement d'ailleurs, puisque c'est compliqué de comparer et d'étudier avec des connaissances autres que celles qu'on possède et qu'on a. Donc dans un univers linéaire où le temps s'écoule, dans une progression où la génération suivante améliore toujours les connaissances de la précédente, ça ne pose aucun problème, ni ne soulève de grandes questions. Quoique, malheureusement, il existe des paramètres qui peuvent, pour diverses raisons, il ne faut pas non plus se leurrer, et certaines nous allons vite les voir, peuvent modifier ce parcours. Croire que le présent est toujours supérieur au passé est une erreur. Il fait régresser ou disparaître des connaissances, comme nous l'enseigne l'exemple le plus concret, la même mise de l'Église catholique sur les institutions entre le 5e et le 16e siècle. D'autres paramètres aussi peuvent transformer l'histoire avec un grand H. Les histoires, elles reposent souvent sur les guerres, sur les religions, sur les peurs, le besoin de contrôle et de pouvoir. L'humain, depuis 3000 ans, cherche le pouvoir, la reconnaissance et un besoin de laisser une marque sur son temps. Mais c'est pas propre à une civilisation plus qu'une autre. On voit ça aussi bien dans le méditerranéen, l'asiatique et l'américain. De toute façon, on dit que l'histoire est écrite par les vainqueurs et malheureusement c'est toujours le cas. On prendra l'exemple de Jules César qui nous a écrit des livres sur les Celtes où les Celtes passent pour des imbéciles. On sait aujourd'hui que ce n'était pas du tout le cas. Pour démêler ces chevaux des arcanes du temps, il faut comprendre pourquoi notre passé a parfois été modifié. Alors il a été modifié en fonction de nécessité, de connaissances, de méprise, d'intérêt, ou simplement parce que y a des choses qu'on a écartées, ça ne nous intéressait pas. Il est important de trouver des points de notre histoire qui peuvent être acquis pour certains. Tout ne l'est pas forcément. Dès ce moment, il faut remonter petit à petit le temps, les textes, les interprétations en tenant compte d'éléments changeants ou pouvant être remis en cause et qui vont modifier des visions d'événements ou d'époques. Il faut tenir compte de la bonne foi du chercheur. Les raisonnements dépendront de sa civilisation, sa religion, ses fantasmes, ses croyances, son éducation et aussi ses erreurs. Pas toujours volontaires, mais elles existeront. Il y a aussi de la transmission d'informations qui peut apporter son lot de transformations. On peut prendre l'exemple des traditions orales. Là, les Celtes, on va revenir sur eux, et puis d'autres peuples dits primitifs, où l'information va courir de génération en génération, et puis à certains moments, elle va se modifier, les détails vont perdre de leur valeur ou se transformer, et puis certains concepts n'existent plus ou sont plus tout à fait compris par la génération suivante, donc des informations vont se perdre ou se biaiser. Ça fait partie aussi de l'évolution de l'histoire. Ceci, le plus important, reste le plaisir du roi. Ça, il ne faut pas se leurrer, depuis la nuit des temps, le chercheur, le découvreur, le philosophe, l'intellectuel va d'une manière ou d'une autre toujours essayer de plaire au droit. Pourquoi ? Parce qu'il, comme disait notre ami La Fontaine, on vit toujours aux dépens de celui qu'on flatte, donc c'est toujours intéressant. Et du coup, pour plaire au pouvoir, on va chercher à adapter les découvertes, les connaissances à l'avantage du présent, les mettre en avant. On va essayer de justifier des choses qui mettent le moment à présent en valeur. Tout ce qui pourrait le nier, on l'écarte. Tout ce qui pourrait le mettre en doute, on l'écarte aussi. Et tout ce qui permet de justifier, c'est nickel, ça rentre dans le cadre. Il n'y a pas besoin de déformer, de créer d'erreurs historiques. Il suffit juste de passer sous silence des informations et puis hop, on rentre dans le consensus, cette idée où toutes les découvertes doivent cadrer avec les idées dominantes et les théories déjà existantes. Si ça va à l'encontre, on mettra ça de côté, on verra plus tard. Ça va orienter aussi en fonction des époques, des mentalités, tout ce qui va être établi. Donc sur le sujet de l'ésotérisme et de son histoire, il faut passer forcément par l'histoire, elles vont ensemble malheureusement, la grande avec un grand H. Mais tous les temps ont eu leurs croyances, leurs sciences, leurs découvertes, leurs sociétés secrètes, leurs recherches, leur culture. Et chaque nouvelle civilisation a proclamé sa supériorité sur la précédente pour justifier sa victoire ou sous oppression. Alors on a modifié, on a adapté les mythes, certains ont superposé leurs dieux aux autres, certains ont superposé leur religion aux autres. Mais deux concepts très vite vont émerger dans la société humaine que sont le pouvoir et le sacré. Alors
Souvent, ils vont s'affronter, mais généralement, ils essaient de s'associer quand l'un n'essaie pas de manger l'autre. Voilà, ça se passe comme ça. Et donc, on va essayer d'approcher des sujets assez simples. Enfin, je vais essayer de simplifier des sujets qui parfois peuvent être complexes, on va dire ça comme ça. Mais mon objectif, ça va être de rester informatif. On ne va pas essayer de se perdre dans des choses un peu lourdes, un peu compliquées. Il y a des sujets, je vais les survoler. Pas besoin de rentrer dans les détails. Je vous donnerai les informations, je vous les écrirai de façon à ce que si vous y intéresse vraiment, vous puissiez aller les chercher, aller vous faire votre propre opinion, voir si vraiment c'est des sujets à écarter ou pas. Certains sujets que j'écarterai, je vous dirai, ils sont importants, mais dans ma démarche, ils ne le sont pas. Ça sera à vous de voir si vraiment ça vous rentre dans vos critères ou pas. On abordera tout ce qui est lié donc à l'ésotérisme à travers le temps, les recherches, les évolutions, tout ce qui est lié aussi aux religions et aux divinités. On découvre que certaines divinités n'avaient pas de religion et certaines religions n'ont pas de divinité. Ça fait partie des choses que nous verrons aussi. Et puis de toutes ces sciences du soin et du non-soin, du corps et du physique et du mental, toutes ces sciences un petit peu qui nous ont permis d'avancer, de créer des sociétés et que parfois on ne comprend pas toujours très bien. Et puis le rapport, on va dire, amour-haine qu'elles peuvent avoir avec les sociétés. Les sociétés ont tendance à détester tout ce qui peut aller contre leur pouvoir. C'est un petit peu, elles ont leur propre vie là aussi. Donc on va essayer de mettre tout ça en avant, surtout quand on est en train de rentrer dans l'ère du Verseau, l'ère du porteur d'eau, celui qui est censé nous apporter de l'intelligence, de la compréhension, de nous ouvrir les esprits. On est dans cette période, alors on va essayer de se laisser porter par ça. On va essayer de travailler dans l'ère du Verseau et dans l'amour un petit peu de la connaissance et de la compréhension. Donc il est important de comprendre aussi beaucoup de mots qu'on va mettre en avant, et le mot ésotérisme que j'essaie de mettre en avant. Donc il est important de comprendre le mot ésotérisme déjà. Que signifie-t-il? Bon, sa définition première est un enseignement secret, un enseignement non dit, un enseignement un petit peu limité ou destiné à des initiés, à des adeptes. Un sens derrière le sens. Voilà un petit peu tout ce qu'il englobe. Au départ, il s'agit tout simplement de parler de la différence entre exotérique, c'est-à-dire ce qui est dit. Bonjour veut dire bonjour, un bonjour, il n'y a pas de... Et l'ésotérique. L'ésotérique, c'est ce qu'on peut inclure derrière le bonjour. J'ai une journée de merde. Ça va être en fonction de comment on va le dire. Ben, c'est un petit peu ça, la différence entre le sens clair et le sens caché. Mais le sens caché va s'adapter un petit peu. On le découvre aujourd'hui de façon un peu humoristique dans le monde du travail, où chaque type de travail a tendance à avoir ses propres abréviations de mots, utiliser les mots à leur propre sens. On a plein d'exemples comme ça, où on se sent intelligent parce qu'entre potes, on emploie des mots un petit peu voilà, qui nous appartiennent et qui n'appartiennent pas aux autres, qui ne veulent pas tout à fait dire les mêmes choses. Hein. Les maçons parlent de hors d'eau lorsqu'ils mettent le toit. Moi, le hors d'eau, c'est quand je sors de l'eau. Hein. Donc voilà, et pourtant c'est le même mot et ça ne veut pas du tout dire les mêmes choses. Mais voilà, ça fait partie des choses un petit peu claires du jour, du moment en tout cas. Chez les Grecs, l'ésotérisme c'était surtout un enseignement qui était limité. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait déjà peu d'étudiants, peu d'enseignants, donc peu d'étudiants. Et très vite, c'est parti dans le sens où les étudiants étaient des chanceux, les étudiants étaient des méritants, et puis ça s'est transformé en les étudiants étaient des initiés, puisqu'ils allaient devenir comme leur maître et pas les autres. Donc ils prenaient un certain grade. De élitiste et d'un sens de recherche, il a fini par devenir un mot populaire pour dire que c'était des propriétaires d'un secret. Voilà, ils partageaient un secret entre eux, ils ne voulaient pas le dire aux autres. Il y a des mots qui sont apparus dans le temps qui se sont greffés là-dessus. On a les mystères, ça c'est chez les Égyptiens et les Grecs. On a l'hermétisme chez les Romains et chez les catholiques. Et on a la Kabbale et la sorcellerie. Là, on rentre dans le Moyen-Âge et dans le monde un peu plus moderne. On verra, il y a plein d'autres mots. On les découvrira au fur et à mesure et en fonction des civilisations, des continents. Voilà. Au-delà de l'histoire, avec un grand H, des mots et des sens, c'est un voyage initiatique qu'on va essayer de faire ensemble, dans la compréhension de nos existences et de la quête que l'humanité a commencé depuis l'aube de sa vie. On en est les héritiers. Voilà, à nous de transmettre ce flambeau-là à la génération suivante. J'espère, à mon humble niveau, vous permettre de faire ce voyage avec vos propres informations, vos propres recherches, vos propres envies et vos propres découvertes pour certaines, en tout cas je l'espère. Cette quête, elle commencera par essayer de comprendre la préhistoire, avant les 12 000 ans qui se sont écoulés dernièrement, sachant que cette période de la préhistoire, c'est vraiment beaucoup de spéculations, beaucoup de théories.
rien n'est très clair, tout est approximatif, mais bon, comme c'est des périodes très larges, on s'y noie facilement et puis ça permet aux gens de rester légers et sur le sujet. Que ce soit les historiens, les archéologues, les géologues, on nous parle de millions d'années, de sols meurtris, modelés, mais rien de concret. En fait, voilà, on sait ce qui est arrivé à la Terre, mais on ne sait pas ce qui est arrivé à ce qu'ils sont dessus. 65 millions d'années, une météorite est tombée, des dinosaures ont disparu. Qu'est-ce qu'ils ont fait avant que la météore tombe? Qu'est-ce qui s'est passé après que la météore soit tombée jusqu'à ces 12 000 dernières années? Difficile. On essaiera de voir quelques informations, quelques idées, mais il faut être franc. Chacun d'entre nous, à son meilleur niveau, à part de faire de la science-fiction, est incapable de mettre du concret sur ces périodes-là. Des découvertes récentes ont mis en exergue certaines choses. Mais bon, pour le moment, ça n'est même pas des hypothèses, c'est des théories fumeuses et on en parlera. Ça peut être intéressant et amusant. Donc on va essayer de comprendre aussi pourquoi, pour notre société, pour notre civilisation, l'intelligence commence avec les Égyptiens, un peu les Sumériens. Voilà. Depuis les années 1900, on a découvert des tablettes, donc les Sumériens savaient écrire. On leur octroie un peu de connaissances, mais on ne sait pas trop à quel niveau on doit leur en donner. C'est pas simple. 10 siècles de catholicisme intégriste ont beaucoup fait de dégâts sur la littérature grecque et la littérature égyptienne, qui aujourd'hui nous aurait été fort utile de comprendre un petit peu ce qui s'était passé bien avant. Mais bon, souvent, malheureusement, la bibliothèque d'Alexandrie a été brûlée, beaucoup d'histoires ont disparu, beaucoup de récits, beaucoup de connaissances, donc on est obligé de faire avec. On redécouvre certaines choses, on finit par mettre la main sur certains documents, et on est un peu surpris, mais ça fait partie du jeu. Voilà. Les découvertes amènent leur lot de nouvelles petites connaissances, à chacun son tour. Donc depuis le 8e siècle, l'Église en Europe a été détentrice du savoir, c'est elle qui a tout concentré, tout recentré, tout trié, il faut être franc. Au 19e siècle, la colonisation dite intelligence, les écoles de bourgeois scientifiques, les conquêtes avec les guerres et les comptoirs dans le reste du monde ont fait que on a fait encore des découvertes, mais là c'est pareil, certaines sont passées sous silence, d'autres ont été adaptées. Comment comprendre ça? Juste la Grande-Bretagne a créé la Royal Society of London, qui était là pour approuver les connaissances naturelles, et en France nous avions l'Académie des sciences. Et tout ce qui n'était pas justifié par ces organismes-là n'était pas réel. Donc les membres de ces institutions étaient en adéquation avec les idées conservatrices de leur époque, il ne faut pas se rêver, il ne faut pas se leurrer. On était à la fin du 19e, début du 20e, on a droit au racisme, on a droit à la supériorité de la race blanche, l'intelligence impossible avant les philosophes grecs et quelques égyptiens. Je raccourcis cette liste parce que sinon on ne va pas s'en sortir, et ça vous pourrez le voir tous de votre côté. C'est juste une époque de mauvais mélange de colonialisme, de catholicisme un petit peu mégalomaniaque. On justifie la prise de territoire à des quasi non-humains, la création d'un monde selon les livres sacrés, le sexisme qui extrait les femmes et les matriarcats de toute l'histoire, la séparation des hommes de bonne naissance et de la populace. Malheureusement pour nous, ce sont eux qui ont posé bien des dogmes. Et quand je dis des dogmes, c'est vraiment des dogmes quasi religieux sur une science comme l'histoire ou les sciences humaines. Et la recherche, l'observation, l'analyse, qui auraient dû être les règles, ont disparu ou ont été un petit peu sabordées. Et même aujourd'hui encore, les historiens qui font des découvertes un petit peu à l'encontre de ces dogmes-là sont mis au banc de la société, sont écartés, on les fait taire parce qu'ils ne sont pas dans le cadre. Donc on va essayer de voir si on est dans le cadre ou pas, mais surtout hors de l'histoire, dans tout ce qui touche à nos sciences, à nous, celle du bien-être, celle de la magie, celle de la sorcellerie, celle d'un univers un petit peu mystique et un petit peu parallèle. Voilà. Puis on s'en fout, on n'est pas des experts. En tout cas, les peuples qui ne peuvent pas se souvenir de leur passé sont condamnés à le répéter. Et ça, c'est pas de moi, c'est de George Santayana. Donc, je pense qu'il est important pour nous de un peu connaître notre passé pour mieux avancer dans la vie. À la prochaine émission, et je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir.